Bonjour, je suis Thierry Barbier, j'ai dirigé des entreprises en France et plus récemment au Canada. Je recrute depuis plus de 25 ans et je vais vous aider à faire votre CV. A tout de suite. Nous allons regarder ensemble le CV dans le détail, mais avant, quelques principes. J'entends souvent dire, j'ai un CV français, comment je fais un CV canadien? En fait, c'est le même principe, que ce soit pour le Canada, l'Angleterre, la France, ou les États-Unis ou la Belgique, que ce soit en anglais ou en français, c'est toujours le même principe. Il y a juste quelques petites particularités qu'il faut vérifier pour chaque pays, comme la photo ou l'âge. On se demande souvent, mais qu'est-ce qu'un bon CV? Eh bien, un bon CV, c'est un CV qui atteint son objectif. Mais alors, quel est l'objectif d'un CV? Eh bien, est-ce que c'est de raconter son expérience professionnelle pour montrer qu'on correspond au poste? Eh bien non, l'objectif d'un CV, et le seul objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et c'est tout. Ça veut dire qu'il faut susciter l'intérêt et même la curiosité du lecteur sans en mettre trop. On a toujours envie de rencontrer des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Eh bien, si vous vous montrez dans le CV que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise, il y a de grandes chances que la personne vous convoque. On pense souvent que le CV est une corvée. En fait, c'est comme une carte de visite ou un carton d'invitation. On doit être fier de le donner. Pour un carton d'invitation, par exemple, vous choisissez bien la police, la disposition, et vous êtes fier de votre carton. Eh bien, pour un CV, c'est la même chose. Mais attention, pas trop d'imagination ni de fioritures, on va en parler tout de suite. Avant de détailler le CV, nous allons voir quelques considérations techniques. Tout d'abord, les outils. Vous trouvez sur Internet des outils pour vous aider à faire votre CV. En général, ce sont des cases à remplir où vous mettez votre nom, l'intitulé du poste, votre expérience professionnelle et votre CV est fait. Ça ne donne pas vraiment une bonne impression et je vous conseille plutôt de prendre un fichier Word ou autre chose vierge dans un traitement de texte. Le nombre de pages maintenant. J'ai reçu des CV d'une demi-page, j'ai reçu des CV de plus de 10 pages. Faites plutôt un CV d'une ou deux pages. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, il fera une page et demie. Vous avez beaucoup d'expérience, il fera 2 pages. Pour le format, utilisez pour tous les pays du monde le format A4 sur votre ordinateur, sauf pour le Canada et les États-Unis, où là, prenez le format lettre US. Vous le trouverez facilement dans le logiciel de traitement de texte. Pour la police, prenez une police classique, par exemple Arial ou Times New Roman, pour la couleur du noir, et vous ferez varier les tailles de lettres ou vous mettrez du gras selon ce que vous voulez mettre en valeur. Pour l'orthographe, faites attention. Une faute d'orthographe et c'est souvent rédhibitoire. Donc, utilisez le correcteur d'orthographe de votre ordinateur et surtout, faites relire à quelqu'un. Quand vous voulez faire votre CV en anglais ou dans une autre langue, le mieux c'est de le rédiger et non pas de le traduire mot à mot. Pour le rédiger, vous vous inspirez évidemment de votre CV français, si vous l'avez fait, et pour trouver les bons termes, vous allez sur les sites des universités du pays où vous voulez postuler, ou bien sur Internet d'une façon générale, et là vous trouverez des exemples de CV avec des termes, que vous vérifierez bien évidemment, qui vous correspondent, des extraits de phrases ou des intitulés de postes. Et pour terminer, la disposition que nous allons voir tout de suite. Voyons maintenant la disposition. Nous avons ici une page de CV. En haut à gauche, vous allez mettre votre identité. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre identité en haut à gauche ou en haut au milieu. C'est comme vous préférez. Si vous choisissez de mettre une photo, mettez-la à droite, dans le coin en haut à droite. Derrière, au milieu, en gras et dans des lettres assez grosses, vous allez mettre votre qualification, l'intitulé du poste ou votre métier. Par exemple, laveur de carreaux ou
bien responsable administratif. En dessous, ce que je vous suggère, moi j'aime bien qu'il y ait 3, 4 maximum points forts. Par exemple, laveur de carreaux, 25 ans d'expérience dans le lavage de carreaux. Ou bien spécialisé dans les gratte-ciel. Pourquoi c'est important? Parce que le temps qu'on passe sur un CV est très court. On ne passe pas 5 minutes ou 10 minutes sur un CV, on passe 5 à 10 secondes. Donc il faut que ça soit très clair et qu'on identifie tout de suite la personne. Le reste, derrière, va servir à appuyer votre présentation ici. Ensuite, l'expérience professionnelle. Chronologiquement, en partant du dernier poste que vous avez occupé, avec l'année, le poste, la société, etc. Derrière, la formation, les diplômes, les écoles où vous avez été. Ensuite, les langues, si vous possédez plusieurs langues, par exemple, si vous parlez anglais ou espagnol, bilingue, vous le mettez ici. Ensuite, un paragraphe divers, si vous avez fait du sport, vous avez été champion dans une catégorie ou un sport, mettez-la, ou des hobbies. Et le dernier point, la référence. On parlera de la référence. Maintenant, voyons le pavé identité. Donc tout d'abord, vous mettez votre nom. Donc ici, Jacques Tartampion. Mettez votre nom de famille en majuscule, qu'on le différencie bien du prénom. Un petit clin d'œil à la Belgique, par exemple, si vous vous appelez Charles Michel, on ne sait pas quel est le nom et le prénom, donc le fait de différencier par la minuscule et la majuscule permet de voir quel est le prénom et le nom. De la même façon, moi je préfère quand le prénom est avant. Par exemple, on ne dit pas Bond James, on dit James Bond. Donc, ce n'est pas un formulaire administratif, donc mettez plutôt votre prénom avant et votre nom en majuscule derrière. Ensuite, votre adresse, donc le numéro, la rue, 23 rue du Chat qui pêche, le code postal, le nom de la commune selon les pays en majuscule ou en minuscule. En France, c'est plutôt en majuscule, Trifouille-sur-Marne. Et ici, le pays uniquement si vous postulez à l'étranger. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone, si vous postulez dans le pays où vous habitez, mettez votre numéro simplement. Donc ça, c'est mon numéro belge. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre 32, etc., ou 33, ou 44. Si vous postulez à l'étranger, à ce moment-là, vous mettez un plus et le code du pays avant. Évitez de mettre tel 2 points ou email 2 points. On voit bien que c'est un numéro de téléphone, on voit bien que c'est un email. Ça alourdit de mettre le téléphone ou l'email. Si c'est un numéro de GSM pour les Belges ou de portable pour les Français, évitez de le mettre, parce qu'un recruteur, quand il appelle, si on marque que c'est un GSM ou un portable, on s'attend à ce que ça réponde. Donc mettez simplement le numéro, ne précisez pas derrière ce que c'est, si c'est une ligne fixe ou non. Vous mettez votre adresse email, et là, ça vous fait le pavé identité. Classique. Pour les États-Unis et le Canada, c'est tout ce qu'il faut. Ça suffit. Pour les autres pays, selon les pays, il y en a qui demandent la date de naissance. Par exemple, vous pouvez les mettre en Belgique ou en France. À ce moment-là, vous pouvez mettre votre date de naissance comme ça, né le 30 février 1990. Moi, ce que j'aime bien, parce que sinon il faut une machine à calculer pour voir quel âge a la personne, ce que j'aime bien, c'est si vous mettez votre date de naissance sous cette forme-là, de mettre l'âge entre parenthèses. Sinon, vous pouvez mettre aussi 26 ans directement, sans mettre la date précise, puisque que vous soyez né le 30 février ou le 3 mars, ça n'a aucune importance.
Ensuite, il y a des pays où on veut la nationalité de la personne. Donc à ce moment-là, vous le mettez, une nationalité française. Moins vous en mettez, mieux c'est. Donc si ce n'est pas obligatoire, évitez de mettre des renseignements personnels un petit peu comme ça. Le permis de conduire, aujourd'hui, on le met de moins en moins. L'Amérique du Nord, on ne le met jamais, puisque tout le monde, normalement, a son permis. En France, on peut le mettre, en Belgique aussi. Ça dépend aussi de la catégorie du permis. Si vous avez un permis poids lourd ou un permis spécial, engins spéciaux ou quoi, c'est peut-être intéressant de le mettre, mais de toute façon, vous le mettrez dans les caractéristiques un petit peu plus loin. Et puis avant on mettait, et aujourd'hui il y en a qui peuvent le mettre, mais moi j'aime pas trop non plus, c'est de mettre votre situation familiale, par exemple célibataire sans enfants. Si vous êtes dans un pays où il y a un service militaire, il y en a encore, à ce moment-là vous pouvez mettre dégager des obligations militaires, mais c'est plus le cas dans beaucoup de pays. Voilà pour le pavé identité. Maintenant nous allons voir la photo. Concernant la photo, il vaut mieux éviter. À chaque fois que j'ai vu des photos, ou la plupart du temps, que j'ai vu des photos et que j'ai rencontré la personne ensuite, la personne était mieux en réalité que sur la photo. Donc ça ne vous met pas vraiment en valeur, évitez, à moins que vous ayez vraiment une très belle photo. Et à ce moment-là, vous pouvez la mettre, une photo où vous souriez. Sinon, évitez les photos. Là aussi, ça dépend des pays. En Amérique du Nord, pas de photos. En Europe, c'est comme vous voulez. Maintenant, voyons ce que je considère comme la partie la plus importante du CV. C'est-à-dire votre qualification, votre titre ou le nom du poste auquel vous postulez, par exemple spécialiste réseau ou responsable administratif ou laveur de carreaux. Essayez d'être le moins généraliste possible. Plus on est spécialisé, plus on a de chances de trouver du travail. Ce titre, vous l'encadrez ou vous ne l'encadrez pas, c'est une question d'esthétique, une question de goût. Le tout, c'est que ça soit clair, donc vous faites comme vous voulez. Derrière, vous allez mettre ce que j'appelle les points forts. En fait, vos points forts, ce que vous considérez comme vos points forts, le recruteur va le voir comme ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Selon ce que vous mettez ici, par exemple, ici, il y a 15 ans d'expérience, direction d'équipe de 10 personnes, le recruteur va tout de suite voir comment vous pouvez intégrer l'entreprise, à quel poste, et ce que vous allez pouvoir faire dans cette entreprise. Donc ici, ces points-là sont vraiment très importants. Essayez de trouver dans votre expérience ou vos qualifications quelque chose que les autres n'ont pas. Évitez de mettre des phrases du style capable de travailler en équipe, capable de travailler tout seul, autonome, et surtout, comme j'ai vu en Amérique du Nord, évitez capable de travailler avec des communautés différentes. Ce sont des phrases bateaux que tout le monde met et qui ne servent strictement à rien. Il vaut mieux mettre des points forts. Maintenant, nous allons voir l'expérience professionnelle. Dans cette partie du CV, vous allez mettre tous les postes que vous avez occupés chronologiquement en commençant par le plus récent. Pourquoi le plus récent? Parce que c'est celui qui va intéresser le plus le recruteur. Ce que vous avez fait il y a 20 ans est quand même moins intéressant aujourd'hui que ce que vous venez de faire. Vous allez mettre les dates. Alors, plutôt les dates au début. Certaines personnes mettent les dates à la fin. Moi, je trouve plutôt logique de mettre les dates au début. Vous les mettez sous forme d'années. Évitez les mois. Ça vous permet aussi, en ne mettant pas les mois, si vous avez travaillé 3 mois à cheval sur 2 ans, par exemple novembre 2012 à février 2013, de mettre 2012-2013 sans préciser que ce n'était que 3 mois. Derrière, vous allez mettre, avec un blanc évidemment entre les deux, dans la disposition, un petit peu comme ça, vous allez mettre le titre, c'est-à-dire la position, le titre que vous avez dans votre entreprise. Par exemple, chef de projet, responsable de la clientèle, du service clientèle, programmeur, le titre. Si le titre que vous aviez est vraiment un titre interne à votre entreprise, c'est-à-dire qu'il n'est pas compréhensible à l'extérieur de l'entreprise, par exemple CSR, des mots comme ça, vous essayez de trouver le titre correspondant en bon français que tout le monde peut comprendre.
Derrière, vous allez mettre le nom de la société dans laquelle vous avez travaillé. Et mettez ici, non pas une marque, mais vraiment le nom juridique de la société. Donc par exemple, Toto SA ou Toto SARL ou Toto SPRL, mais vraiment le nom juridique de la société. Derrière, si vous avez de la place, vous pouvez le mettre sur la même ligne, mais bien séparé. Vous pouvez mettre la ville du pays où vous êtes, où vous avez travaillé, et éventuellement le pays quand vous postulez à l'étranger. Attention au nom de société, connaissez-le. J'ai vu des candidats qui ne connaissaient pas le nom de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Ils connaissaient la marque des produits, mais pas le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est très important dans un entretien. Juste derrière, vous allez mettre l'activité de l'entreprise. Même si c'est une entreprise connue, vous pouvez quand même mettre un petit mot sur l'activité de l'entreprise. Là aussi, j'ai vu des candidats qui ne savaient pas ce que faisait leur entreprise. Je peux vous dire que c'est plutôt rédhibitoire. Concernant la forme, donc ça va faire comme des colonnes et vous allez garder exactement le même alignement et la même cohérence avec les renseignements toujours au même endroit selon les différents postes. Vous pouvez mettre certaines choses en italique quand vous voulez les différencier. Par exemple, l'activité, vous pouvez la mettre en italique. Si c'était un stage, par exemple, et que vous voulez être plutôt discret sur le fait parce que vous avez fait un stage très long ou plusieurs stages, vous pouvez le mettre au bout en italique, pas le mettre en gros devant. Le titre, vous pouvez le mettre en gras. Le nom de société, pas forcément. Les dates et le titre, par exemple, en gras, et puis ensuite en taille, comment dire, en normal. Récapitulons. Les dates en année, le titre, votre poste, le nom de l'entreprise, le nom juridique de l'entreprise, la ville où vous travaillez, et éventuellement le pays si vous postulez à l'étranger. En dessous, entre parenthèses ou en italique, l'activité de l'entreprise. En dessous, vous allez décrire ce que vous faisiez dans ce poste. Alors, évitez de mettre un roman, c'est-à-dire 4 ou 5 lignes avec des longues phrases très difficiles à lire, mais plutôt sous forme de points clés, comme ça, avec des tirets ou avec des petits ronds, comme vous voulez, et des mots forts. Des mots forts, des mots qui accrochent, c'est en charge de, responsable de. On va prendre un exemple. Par exemple, un commercial terrain. Un responsable de clientèle, un responsable terrain, il va chez les clients, et bien c'est pas la peine de mettre prise de rendez-vous, déplacement chez le client, prise de commande, ça sert strictement à rien puisque tout est dans le titre. Ça sera plus intéressant pour un responsable commercial de mettre le secteur sur lequel il travaillait, le type de client, par exemple des magasins, le nombre de clients et éventuellement le chiffre d'affaires ou l'augmentation de chiffre d'affaires sur une année. À propos de chiffre d'affaires, d'ailleurs, mettez toujours les chiffres d'affaires ou les chiffres avec la monnaie du pays où vous postulez. Donc si vous postulez aux États-Unis, mettez l'augmentation de chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires en dollars, pas en euros. D'ailleurs, à ce propos de chiffre d'affaires, souvent, il y a des personnes qui mettent le chiffre d'affaires de l'entreprise ici. C'est pas la peine, ça sert à rien parce que vous n'y êtes pour rien pour le chiffre d'affaires et ça ne change pas grand-chose, ça n'a aucun intérêt, sinon alourdir. Vous pouvez ici décliner, par exemple, si on reprend notre commercial, il peut remettre des petits tirets en charge de secteur, etc. Et si vous êtes, par exemple, réceptionniste ou vous recevez les appels des clients, vous pouvez trouver des mots comme organisation, en charge de l'administration, en charge de l'orientation clientèle. Ce sont des mots qui accrochent et vous pouvez les lister comme ça. N'essayez pas de trop remplir. Même une ligne, s'il n'y a qu'une ligne, c'est pas grave. Concernant ce paragraphe, comme tout à l'heure nous avons dit que nous allions le remplir chronologiquement,
il arrive que dans une carrière, on fasse quelque chose et on change un petit peu d'activité. On va prendre un exemple, par exemple une infirmière, personne qui a été pendant 20 ans infirmière et qui est maintenant dans l'informatique ou, mettons, spécialiste réseau depuis 2 ans. Comment faire sur 22 ans pour montrer, puisque le titre du CV va être spécialiste réseau, eh bien dans ce cas-là, nous allons utiliser ce texte-là où la période où elle aura été infirmière, on va mettre très peu de choses ici. Par contre, l'activité de spécialiste réseau, on va en mettre le plus possible. Ce qui fait que l'impression qu'on donnera au recruteur, dans l'esprit, quand il le lira, il se souviendra plus des 2 ans comme spécialiste réseau que de la période où vous avez été infirmière. Dans ce paragraphe, le paragraphe suivant, vous allez mettre les écoles que vous avez faites, votre formation, les études. Vous pouvez l'appeler formation ou études, ça n'a pas d'importance, mais pas éducation comme je l'ai vu de temps en temps. Éducation, c'est en anglais, education, ça veut dire autre chose en français. Vous allez ici mettre toutes les écoles et tous les diplômes ou certificats que vous avez obtenus, mais ce n'est pas la peine de remonter trop loin, c'est-à-dire plus vous avez d'expérience, moins il faut mettre les diplômes que vous avez eus au début. Par exemple, le BEPC ou même le bac si vous avez 20 ans d'expérience. Vous allez mettre les dates, comme sur l'expérience professionnelle, donc 2010-2014. Vous allez mettre le nom de l'école. Si ce sont des initiales, vous mettez entre parenthèses le nom complet de l'école. Si l'activité de l'école n'est pas très claire, vous pouvez la mettre en dessous. S'il y a une spécialisation, vous pouvez la mettre, par exemple spécialisation marketing. Mettez la ville où vous avez fait ces études et éventuellement le pays si vous postulez à l'étranger. Derrière, vous allez mettre les diplômes et les certificats que vous avez obtenus. Si, avec le nom exact du diplôme, si vous n'avez pas obtenu de diplôme, ça arrive de temps en temps, vous avez fait une école mais vous n'avez pas été jusqu'au bout et donc vous n'avez pas eu le diplôme. Rien ne vous empêche de mettre quand même les années que vous avez passées dans cette école et mettre le nom de l'école. C'est dans l'entretien que vous pourrez expliquer, mais ça sera une autre partie. Donc juste le nom, dans ce cas-là, le nom de l'école et c'est tout. Maintenant, nous allons voir la fin du CV, les chapitres langue, informations complémentaires, divers et une petite annotation sur les références. Les langues. Si vous habitez en France et que vous postulez en France, ce n'est pas la peine d'indiquer que vous parlez français. Par contre, si vous habitez dans un pays trilingue ou bilingue, comme la Belgique ou le Canada, à ce moment-là, vous pouvez mettre français, langue maternelle. Pour votre deuxième langue, vous pouvez mettre anglais et vous indiquez le niveau. Donc moyen ou intermédiaire. Moi, je préfère intermédiaire parce que moyen, il y a un petit côté négatif. Ou bilingue. Bilingue, ça veut dire que vous pouvez dialoguer avec un client au téléphone. Si vous avez appris l'espagnol à l'école, c'est pas la peine de mettre espagnol débutant, ça ne sert à rien. Par contre, si vous apprenez le mandarin, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Mettez mandarin, en cours d'apprentissage, ou bien débutant. En cours d'apprentissage, c'est pas mal. Ensuite, les informations complémentaires. Si vous avez connaissance d'un logiciel spécial ou d'une technicité dans votre métier, vous pouvez le mettre là. Ce sont des connaissances en général que les autres n'ont pas ou qui sont plutôt pas communes. Vous pouvez le mettre là, mais vous l'avez mis aussi, ou au moins un, dans les points forts. Ce chapitre-là n'est donc pas obligatoire. Vous ne le mettez que si vous avez des connaissances particulières. Ce n'est pas non plus la peine de mettre connaissances d'Internet, les emails, Word, etc. Ça, tout le monde connaît. Donc mettez surtout des connaissances particulières à votre métier. Ensuite, le chapitre divers. Dans le chapitre divers, c'est là que vous allez mettre toutes les responsabilités que vous avez eues au cours de votre vie, par exemple bénévole dans une association avec des responsabilités ou pas de responsabilités, les sports que vous maîtrisez ou que vous pratiquez, si vous avez été champion de quelque chose, c'est toutes ces informations
vont être mis dans le chapitre divers. C'est très intéressant pour le recruteur puisque ça donne des indications sur votre personnalité. Et enfin, vous avez une petite phrase que vous pouvez mettre, qu'on met toujours en Amérique du Nord, en Europe un petit peu moins, mais moi je vous conseille de le mettre. C'est, vous mettez en bas du CV, au milieu, une petite phrase « référence disponible sur demande ». En général, on vous demande des références, il ne faut pas les donner dans l'entretien, mais vous pouvez indiquer sur le CV, et dans l'entretien, quand on vous les demandera, ça sera l'occasion de les donner plus tard pour reprendre contact avec le recruteur. On va récapituler. L'objectif, le rendez-vous, l'accroche et la présentation. Vous vous souvenez qu'on a dit que l'objectif du CV, c'était d'obtenir un rendez-vous. Ça veut dire qu'il faut absolument susciter l'intérêt du lecteur, c'est-à-dire le recruteur. C'est pas la peine d'essayer de remplir, il faut par contre que ça soit très aéré, clair et concis. Si vous aérez bien, si ça fait 2 pages, c'est pas grave. Et rappelez-vous, 1 à 2 pages. Et si vous avez très peu d'expérience et que ça fait 1 page et demie ou 2 pages, c'est parfait aussi. Vous allez être recruté sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et non pas sur ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait ne fait qu'appuyer et prouver et montrer ce que vous pouvez faire pour l'entreprise. Souvenez-vous, on a dit que le recruteur ou le lecteur ne prend environ que 10 secondes, 10 à 15 secondes pour lire le CV. Ça veut dire qu'il faut pouvoir vous identifier professionnellement très rapidement. D'où l'accroche. L'accroche, c'est votre qualification, votre titre, ainsi que les points forts, des compétences particulières. Et l'expérience en dessous va ne faire qu'appuyer cette identification et cette accroche. Concernant l'expérience, vous allez mettre en avant ce qui se rapporte à votre qualification et votre métier. Si vous avez une expérience qui ne concerne pas ce métier, comme le cas de l'infirmière dont on avait parlé, vous mettez en plus petit pour que vraiment l'expérience appuie l'accroche. Concernant la présentation, essayez de faire sobre et classique. Donc pas trop de fioritures, par exemple des cadres ou des couleurs partout, parce que le recruteur peut se dire, à chaque fois que je vais lui donner 5 lignes à rédiger, il va y passer 2 heures pour la présentation. Ensuite, évidemment, pas de faute d'orthographe. Donc faites bien vérifier votre CV pour qu'il n'y ait pas de faute. Concernant les langues, par exemple l'anglais, vérifiez bien dans le pays où vous postulez, sur Internet, les termes utilisés. Par exemple, turnover et sales, turnover en Angleterre pour chiffre d'affaires, sales en Amérique du Nord. Et enfin, vous allez l'envoyer évidemment en PDF, ce qui permet au recruteur de l'imprimer et d'avoir exactement ce que vous avez conçu. Vous pouvez envisager, on en parlera plus tard, de l'envoyer par courrier, ce qui est aussi une bonne idée. Maintenant, un petit mot sur la lettre de motivation. C'est un élément important de la candidature. Avant, on envoyait les candidatures par courrier, on mettait un CV dans l'enveloppe et la lettre qui accompagnait le CV, c'était la lettre de motivation. Aujourd'hui, on fait les candidatures par email. J'ai reçu beaucoup de candidatures avec un long texte dans un email, plus un fichier joint à ouvrir reprenant exactement le même texte, et c'était la lettre de motivation. Ne mettez pas de lettre de motivation en fichier joint, juste le CV. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce texte? C'est l'accroche, c'est-à-dire que c'est la première chose que le recruteur va lire et il faut l'inciter à ouvrir le CV. Donc vous allez mettre des éléments qui montrent à l'entreprise ce que vous allez lui apporter dans le cas d'une candidature libre et dans le cas d'une annonce avec des éléments qui se rapportent à l'annonce. Ne dépassez pas 4 à 10 lignes, soyez assez direct, surtout pour l'Amérique du Nord. Et enfin, ayez toujours le nom du destinataire, n'envoyez jamais d'email directement à une entreprise sans avoir le nom du destinataire. Quelques tuyaux sur l'entretien. L'objectif du CV était d'obtenir un rendez-vous. L'objectif de l'entretien est soit de se faire embaucher, soit d'obtenir un second rendez-vous pour des postes plus importants. Soyez sûr que la personne qui vous reçoit est beaucoup plus stressée que vous.
Imaginez que vous recrutiez quelqu'un pour faire le ménage chez vous ou autre chose et que vous deviez lui confier vos clés. Forcément, vous allez être quand même un petit peu stressé pour choisir la bonne personne. Je vous ai préparé un petit dessin. Vous imaginez probablement que vous êtes l'un de ces candidats, ici, et vous cherchez à vous faire embaucher par une entreprise qui est ici. Eh bien, vous allez penser l'inverse. C'est-à-dire que vous allez être ici et les entreprises ici. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui va vous choisir ou vous sélectionner, c'est vous qui allez sélectionner l'entreprise avec le poste qui vous convient. Si vous allez à l'entretien avec cet état d'esprit, vous serez beaucoup plus relax, moins stressé et l'entretien se passera beaucoup mieux. Maintenant, quelques points pratiques. Je vous conseille d'arriver au moins une demi-heure avant à l'entretien, repérez les lieux, allez prendre un café, pensez aux questions que vous allez poser à l'entreprise, puisque c'est vous qui allez la recruter. Vous allez recruter le recruteur. Le rendez-vous lui-même arrivé quelques minutes avant, pas plus, pas moins. Le lendemain, envoyez un petit mot pour confirmer votre intérêt pour le poste. 2 semaines après, vous pouvez appeler si vous n'avez pas de nouvelles pour savoir où ça en est. Et si c'est un refus pour le poste, vous pouvez toujours demander à la personne si elle ne connaîtrait pas quelqu'un dans le même secteur d'activité qui vous intéresse, si elle ne recruterait pas. Quelquefois, ça marche. Vous vous souvenez, nous avions mis en bas du CV référence disponible sur demande. Ayez toujours l'autorisation des personnes dont vous voulez donner les références. Si on vous demande les références lors de l'entretien, vous ne les avez pas avec vous, vous dites à la personne que vous lui enverrez plus tard. Le lendemain, en envoyant les références, ça vous permet de reprendre contact avec le recruteur et de lui confirmer votre intérêt pour le poste. Et pour terminer, un petit mot sur les robots. Vous avez certainement entendu parler de ces logiciels qu'on appelle aussi ATS et que les entreprises un petit peu flemmardes utilisent pour trier les CV. Le but est d'écarter les CV complètement farfelus ou qui ne correspondent pas du tout à l'annonce. Cette méthode un petit peu discutable est en recul. On considère aujourd'hui que environ la moitié des petites et moyennes entreprises utilisent un robot, ainsi que la totalité, ou presque, des grandes entreprises. Le robot est programmé pour détecter uniquement les compétences et les qualifications. Vous vous doutez bien que le recruteur, en programmant le robot, il a mis des mots-clés de l'annonce. Donc regardez bien l'annonce, lisez bien l'annonce et mettez quelques mots-clés dans votre CV pour passer les robots. Ne faites surtout pas un CV que pour passer les robots, car n'oubliez pas qu'il y aura toujours une personne derrière qui lira votre CV. Les robots sont une raison de plus pour rester classique dans la présentation, car tout ce qui n'est pas vraiment classique, par exemple des accolades ou des petits dessins, vont désorienter le robot. Il paraîtrait que les robots ont du mal à lire les PDF, en tout cas certains robots. C'est bien dommage, mais moi j'enverrai quand même mon CV en PDF pour une question de formatage dont on a parlé plus tôt. Si vous avez suivi tout ce qu'on a dit depuis le début, votre CV ne devrait pas avoir de mal à passer les robots. Si jamais le CV ne passe pas les robots, ne vous inquiétez pas, c'est soit vous êtes complètement trompé dans l'annonce, soit l'entreprise n'en valait pas la peine. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous cherchez du travail, je vous souhaite de tout cœur de trouver le poste qui vous convienne rapidement. À bientôt.